Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Jean Bricmont. Nous profitons donc de sa visite à Paris pour le rencontrer, pour lui faire commenter un petit peu l'actualité. C'est la première fois qu'on le voit donc depuis les attentats qui se sont déroulés le 13 novembre dernier à Paris. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, il est physicien de formation, c'est un essayiste également qui a beaucoup milité contre les guerres dites humanitaires. Et c'est un défenseur également de la liberté d'expression qu'il a exprimé dans son dernier ouvrage La République des censeurs. Aujourd'hui, nous allons davantage nous concentrer sur les conséquences de ces attentats, que ce soit les décisions gouvernementales qui s'en sont suivies, que ce soit une inflexion possible de notre politique étrangère. Concernant les causes profondes, nous l'avons déjà largement traité à l'agence Infolibre, notamment dans le dernier numéro de la lettre confidentielle et d'analyse de l'agence Infolibre, où nous traitons vraiment de A à Z le dossier syrien. Donc si vous voulez avoir une mise au point sur cette question, je vous invite à consulter le lien que je vous indique dans la vidéo. Et sans plus attendre, le début de l'entretien avec Jean Bricmont, où nous lui avons demandé quelles avaient été ses premières impressions, sa première pensée, lorsqu'il avait pris connaissance des attentats de Paris. C'est certainement horrible et dans un certain sens, c'est plus horrible, enfin c'est difficile de dire ça comme ça, mais plus horrible que Charlie Hebdo dans le sens qu'on prend ici des gens totalement au hasard, tandis que dans Charlie Hebdo on ciblait des soi-disant mécréants. Je ne veux pas dire que c'était légitime ce qu'ils faisaient à Charlie Hebdo, mais je veux dire, on pouvait comprendre une certaine raison pour laquelle ils attaquaient ces gens-là, même si c'était monstrueux. Mais ici, il n'y a aucune raison d'attaquer les gens qu'ils ont attaqués, et donc c'est de la terreur à l'état pur. Et évidemment, ça montre qu'on est dans une escalade, dans un conflit, et jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Parce que Charlie Hebdo, c'est vrai d'une certaine façon, ça restait politique. En tout cas, c'était une réponse. On pouvait prendre ça comme une réponse ou une réaction à. Tuer des gens parce qu'ils font des caricatures, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait une action. C'est différent de tuer, par exemple, je sais pas, dans un régime militaire, de tuer des militaires, ou pendant la guerre d'Algérie, de tuer des soldats, etc. Je veux dire, ou même, on peut dire même des civils, c'est encore différent dans une situation d'occupation que dans une situation comme celle qu'il y a en France aujourd'hui. On est dans une situation qui ressemble à ce qui se passerait, qui ressemble à petite échelle à ce qui se passerait dans une guerre civile, quoi. Oui, non, mais bien sûr, je n'étais pas. C'est très grave, sauf que pour l'instant, c'est une guerre civile, c'est comme une guerre civile, mais à petite échelle. Vous pensez qu'on pourrait éventuellement se diriger vers une guerre civile ? J'en sais rien, mais je vois pas très bien comment on va désescalader. Il y a une escalade, comment est-ce qu'on va diminuer l'escalade ? Je sais pas, je vois rien dans j'ai pas de boule de cristal, mais je vois rien dans les mesures prises actuellement qui vont par exemple rapprocher les communautés, on va dire, musulmanes ou d'origine immigrée, etc., et les autres communautés en France. Je vois rien pour l'instant qui les rapproche. Toutes les mesures qu'on prend augmentent le fossé et les réactions compréhensibles de colère des Français. Je peux comprendre que les gens sont en colère et je peux comprendre, même si je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, je comprends que les gens en fassent, etc. C'est humain, je veux dire, tout le monde ne réfléchit pas jusqu'au bout. Et donc, évidemment, ça va faire qu'augmenter le fossé. Alors justement, les décisions, on va pouvoir en parler, parce que c'est vrai que il y a eu une réaction du gouvernement, il y a des déclarations de François Hollande. Il a déclaré donc que nous étions en guerre, qu'on nous faisait la guerre et qu'ils allaient intensifier les frappes en Syrie et qu'ils allaient faire en sorte on va dire, d'assécher le financement de Daesh, ce qui pose un petit peu des questions sur nous aussi, les alliés que nous avons et notre responsabilité, en tout cas même indirecte, dans le financement de Daesh. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution de déclarer la guerre à des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda ? Avant de répondre à cette question, je voudrais faire une remarque sur le fait que quand il y a ce genre de tragédie, quand il y a des événements comme Charlie Hebdo, comme ça, ou comme la crise financière, ou comme mai 68, ou je ne sais pas, des événements qu'en fait personne n'a prévu, ou presque personne n'a prévu, après coup, tout le monde a une explication. Mais les explications ne peuvent pas être scientifiques, parce que si elles étaient scientifiques, on aurait pu les prévoir. Donc ces explications sont idéologiques et en général reflètent plus le point de vue de la personne qui les exprime et les intentions de la personne. Donc, et on voit ça, comme avec le 11 septembre et ce qui se passe maintenant en France, c'est presque une carbone copie de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc aux États-Unis, les pouvoirs en place ont dit on nous attaque parce qu'on est tellement bon. Maintenant, on dit, oh, mais c'est parce que c'est notre style de vie, on fait la fête. Bon. Les Américains ont dit exactement la même chose.
Donc ça, c'est l'explication facile, où nous, on est dans le camp du bien et on est attaqué par le mal, et voilà, c'est le diable qui sort de la boîte, il n'y a pas de cause, etc. Alors, il y a aussi des gens, ça c'est pas la position du gouvernement, mais ça va être la position de gens comme Zemmour et certaines parties de ce qu'on appelle l'extrême droite qui vont dire c'est la faute au Coran, c'est la faute à l'islam, etc. Mais évidemment, alors de l'autre côté, il y a des gens qui disent mais non, c'est la misère, c'est la misère dans laquelle se trouvent certaines populations, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Conditions sociales. Donc ça c'est le discours, on va dire, qu'on appelle victimaire. Bon, en gros, il y a ces trois positions. Alors, je pense qu'aucune d'entre elles n'est correcte, parce que si tu prends l'islam, il est évident que l'immense majorité des musulmans, sont tout à fait pacifiques. Je donne toujours cet exemple numérique. Si dans un groupe il y a 0,1% de fanatiques, c'est un très petit pourcentage, mais sur 1,5 milliard de musulmans, ça fait 1,5 million de gens, donc ça fait quand même beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est un chiffre correct, je dis simplement qu'une poignée de fanatiques dans un groupe donné peut faire beaucoup de dégâts. Bon. Donc, il n'y a pas d'explication. En fait, ce qui se passe avec l'islam, à mon avis, c'est que d'abord, il n'y a pas de vrai islam parce qu'il n'y a pas de vraie religion, mais même si on acceptait que c'est la vraie religion, il y a des milliers d'interprétations, il y en a toujours eu, il y en a eu dans toutes les religions, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. Ils n'arrêtent pas, les théologiens n'ont pas cessé au cours des siècles de se disputer pour savoir ce que les textes sacrés voulaient vraiment dire. Personne ne peut aller toquer à la porte de Dieu et dire mais vous avez vraiment voulu dire dans vos textes. Et donc tout le monde est là, c'est des interprétations, etc. Et rien que ça devrait faire réfléchir aux religions, je trouve. C'est quelque chose qui est presque plus jamais dit ou qui est presque indicible aujourd'hui parce que ça paraît être intolérant, je ne sais pas quoi, mais toutes ces interprétations sont toutes à rejeter parce qu'elles se contredisent entre elles, il n'y a aucun moyen de savoir laquelle est la bonne. Alors évidemment, il y a des gens comme des mots, non, les vrais musulmans, c'est ceux qui veulent conquérir les pays non musulmans et regarder les textes ultérieurs, priment sur les textes antérieurs, ils font de la théologie, bien qu'ils ne sont pas croyants, en fait, ils ne sont pas musulmans. L'autre côté, les ramadans et des gens comme ça qui disent non, il faut contextualiser, etc. Ils font aussi leur histoire. Et tout ça sont des interprétations, et elles sont toutes. Et finalement, les gens qui vivent dans l'islam, il y en a qui boivent, il y en a qui ne font pas le ramadan, il y en a qui font le ramadan, il y en a qui font les prières, d'autres qui ne font pas les prières. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens s'adaptent à leur milieu et ils sont. Ils vont pas, même s'ils ont des doutes, ils ne vont pas en faire trop état parce que bon, ils n'ont pas envie d'avoir d'ennuis avec leurs parents, avec leurs oncles et tantes ou je ne sais pas quoi. Les gens vivent dans des milieux, il a fallu des siècles pour que petit à petit, la force du christianisme en Europe s'effiloche et qu'on arrive à une situation où effectivement le christianisme n'a plus beaucoup d'importance. Mais il a fallu des siècles parce que justement c'était le même mécanisme, les gens qui étaient un peu sceptiques, qui ne disaient pas grand-chose, etc. Il a fallu, et c'est la même chose dans le monde musulman. On pourrait prendre, je vais donner un exemple provocateur, mais imaginons que quelqu'un se mette à lire Forisson ou à lire des vidéos, etc. et se convainc à tort selon moi, mais des gens se convainquent qu'il a raison. À tort selon moi, mais ça c'est autre chose. Et il ne va pas l'écrire sur tous les toits. La plupart des gens ne le font pas. Je connais des gens qui sont convaincus par lui, qui ne vont pas le créer sur tous les toits. Donc, évidemment, ce serait la même chose. Même si ce n'était pas illégal, ils seraient excommuniés de leur milieu familial, leur milieu professionnel, etc. Personne n'a envie de faire ça. C'est la même chose avec l'islam quand vous êtes dans un milieu musulman, même si vous avez des doutes. Donc, les gens alors s'arrangent et il faut quand même comprendre ce phénomène religieux où vraiment tout est arbitraire et tout est finalement extrêmement subjectif. Les gens, contrairement à ce qu'on croit, on dit que c'est des dogmes, mais en réalité, là où on a des certitudes, c'est relatif, c'est en science, mais dans les religions, tout est arbitraire, quoi. C'est ça ce que je voulais dire. Alors il y a l'explication, comme quoi c'est parce que c'est des trucs socio-économiques. Il suffit de lire Victor Hugo, de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont été dans la misère, il y a des gens qui ont été discriminés, des immigrés qui ont été discriminés, etc., sans que ça produise des effets où on va à la calache tirer sur des gens. Il y a toutes sortes de façons de se révolter. Il y a moyen d'entrer dans des syndicats, même des organisations révolutionnaires. J'ai connu des organisations dites révolutionnaires après 68, des maoïstes, etc. Il y a eu des terroristes. Mais même les terroristes de l'époque, genre Brigade Rouge, etc., attaquaient des représentants de l'État, ou ce qu'ils pensaient être des représentants de l'État, pas directement des gens pris au hasard dans la rue. Donc c'était un peu, je ne dis pas que c'était légitime, c'était un peu différent. Et de toute façon, il y a des tas de façons de se révolter ou de militer contre un ordre injuste établi sans rentrer dans le terrorisme. Il y a des Noirs américains ou en Afrique. Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes de façons de se battre autrement. Et c'est difficile d'expliquer ça uniquement par les conditions socio-économiques. D'ailleurs, alors finalement, attends, je vais terminer par le troisième point. Le troisième point, c'est qu'ils nous attaquent parce que notre mode de vie, etc. Ça, c'est l'explication la plus confortable qui soit parce qu'elle ne met rien en question.
Et on nous fait la guerre. Mais qui fait la guerre à qui? Je veux dire, il y a eu la guerre, bon, remontant à la guerre d'Algérie, il y a eu Suez, il y a eu Israël, la création d'Israël, toutes les guerres israélo-arabes, y compris au Liban, il y a eu la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, il y a eu la subversion en Syrie, il y a eu la guerre en Libye, etc. Et la guerre en Afghanistan, et la guerre au Yémen, etc. Alors, dans toutes ces guerres, évidemment, l'implication de la France est compliquée. Dans certaines, elle est à l'avant-garde, dans certaines, elle n'a pas participé, comme la deuxième guerre d'Irak. Mais si on regarde ça d'un point de vue, entre guillemets, musulman, c'est-à-dire d'une certaine lecture de l'antagonisme entre l'Occident et le monde musulman, on peut très bien voir la France comme étant du côté de ce qu'ils appellent les croisés ou les sionistes, etc. Parce qu'il y a trop d'engagement de la France dans ce sens-là pour qu'on puisse l'ignorer. Le paradoxe, c'est que la France est attaquée maintenant par des gens qu'elle a en fait soutenus. Les Français, les gouvernements diraient qu'ils n'ont pas soutenu Daesh, mais ils ont soutenu les alliés de Daesh, etc. Mais c'est évident qu'à partir du moment où il y a une guerre en Syrie entre l'armée syrienne et l'État islamique, tous les gens qui combattent l'armée syrienne, même s'ils sont soi-disant modérés, Al-Qaïda, enfin je ne sais pas quoi, je sais pas pourquoi Al-Qaïda est modéré, mais enfin, tous ces gens-là sont des alliés objectifs de l'État islamique, parce qu'il y a une guerre, et c'est comme en Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'Union soviétique, l'Angleterre, les États-Unis, les pays de l'Axe, ils étaient en guerre les uns contre les autres. On ne pouvait pas dire, ah, mais il y a les Allemands, ça c'est les mauvais, mais les Roumains, les Italiens, ça c'est les gentils. Non, ils étaient tous. Et c'est une guerre, maintenant une guerre plus ou moins totale avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar d'un côté, l'Iran, le gouvernement irakien, le gouvernement syrien, etc. de l'autre, et les Russes. Bon. Alors la France doit savoir de quel côté elle est, mais elle est maintenant victime d'une situation tout à fait absurde où effectivement elle peut dire, on n'a pas fait la guerre à la Syrie, on a fait la guerre au gouvernement syrien, on a attaqué par des gens alliés à ceux qu'on a soutenus. Mais on a décidé de faire aussi la guerre à Daesh, donc c'est une politique contradictoire. Ils sont victimes. Ce qui est terrible, c'est qu'ils non seulement ils ignorent le fait qu'il y a déjà une guerre entre l'Occident et le monde musulman qui a fait des centaines de milliers de morts du côté musulman, on ne peut pas ignorer ça, y compris des civils, y compris, etc., et que ça dure depuis des décennies, parce que Bin Laden il a dit vous nous attaquez depuis 80 ans en Palestine, donc je veux dire, ils montaient au début de la colonisation, et pourquoi ne verrait-il pas ça comme ça? Mettons-nous à leur place. Donc je pense qu'on ne peut pas ignorer ce phénomène, et d'un autre côté, le paradoxe des Français, c'est qu'ils sont attaqués par des gens qu'ils ont essayé de soutenir. Non, bah oui, justement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, on en a causé énormément, qu'on s'en est pas ému plus que ça. Bon, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est à proximité, voilà. Ça, c'est humain. Et ce qui est intéressant, oui, c'est humain, mais c'est intéressant, c'est que d'une certaine façon, ça montre que c'est un petit peu hypocrite d'imaginer... Oui, mais moi, disons, ça ne me dérange pas que les gens sont touchés parce qu'il y a des morts au Bataclan et ne sont pas touchés quand il y a des morts à Beyrouth. Abstraitement, c'est vrai que c'est pas très sympa, mais c'est humain. Je veux dire, l'inverse est vrai aussi. Les gens qui vivent à Beyrouth vont plus être touchés par les morts à Beyrouth qu'à Paris. Donc ça ne me dérange pas tellement, si tu veux. Ce qui est problématique, c'est de ne pas se poser la question de la causalité, et surtout quand on commence à faire comme Valls en disant les gens qui cherchent des explications trouvent des excuses. Alors on n'a jamais trouvé d'explication à rien dans les phénomènes sociaux, parce que c'est disons des excuses. Mais si on ne se pose pas la question des causes, on ne peut pas y remédier, et donc on est dans une dialectique du bien et du mal, où il y a le mal qui est là, qui nous attaque et qui vient de nulle part, etc. Alors que ça c'est une vision complètement manichéenne des choses, qui pour moi me paraît extrêmement irrationnelle. Je veux dire, que les gens soient complètement fous. Par exemple, prenons les gens de Daesh. Prenons les gens de Daesh en Irak. Je ne vais pas prendre en Syrie, mais en Irak. Mais moi, je veux bien qu'ils sont complètement fous, mais quand on voit tout ce qui s'est passé avec justement les sunnites ou la résistance sunnite en Irak, dans les prisons irakiennes, les prisons américaines en Irak, etc., et ce qui s'est passé depuis, je comprends qu'ils soient fous. Je comprends aussi chez les chiites, mais je veux dire, je comprends chez tout le monde. Mais la guerre en Irak, la guerre d'Irak a rendu tout le monde complètement, je veux dire, y compris les Kurdes, enfin, ça a rendu toutes les communautés en guerre les unes avec les autres, et d'une façon extrêmement radicale. Tu vois, quand j'étais jeune, il y a eu le phénomène des Khmers rouges au Cambodge. Alors, il y avait la guerre du Vietnam, enfin l'Indochine. Les Américains, pour se faciliter la tâche, ont été bombardés le Cambodge, ils ont bombardé le Laos, parce qu'ils voulaient lutter contre les Vietnamiens, enfin la résistance sud-vietnamienne et le Nord-Vietnam. Ils ont bombardé le Cambodge. Là, il y a un groupe qui, à mon avis, n'était pas très fort, qu'on a appelé les Khmers rouges, qui se sont renforcés à cause de cette guerre, puis ils ont pris le pouvoir, puis ils ont mené une politique, comme on dit, d'autogénocide. Je ne vais pas rentrer
dans les détails de ce qu'ils ont fait, mais disons que c'est devenu le mal absolu. Et alors on les a présentés, et souvent tout le mouvement de l'ingérence humanitaire a commencé avec ça. On a dit, mais enfin, on doit intervenir, etc. Ce qui était impossible, parce qu'on venait de quitter ce pays, parce qu'on avait été vaincu, enfin, les Américains avaient quitté ce pays. Et donc ces horreurs qu'il y a eu dans ce qu'on appelle le Kampuchea démocratique, donc le Cambodge des Khmers rouges, ça a été le début du commencement de l'ingérence, mais les gens n'ont pas compris que s'il n'y avait pas eu les bombardements, ils ne seraient jamais arrivés au pouvoir. Et les Américains ont renversé le souverain de l'époque qui était Sihanouk, et ils ont mis un dictateur à leur botte qui s'appelait Lon Nol, qui a régné pendant 5 ans, entre 70 et 75, et puis il y a eu les Khmers rouges qui sont arrivés. Et alors, c'était vraiment, moi ça m'a vraiment frappé parce que, évidemment, comme on était opposé à la guerre du Vietnam, tous les gens qui étaient opposés, on nous a reproché, on dit, voyez, regardez ça, à quoi ça a mené, et puis il y a les boat people aussi qui ont été, au Vietnam. Mais, je veux dire, où était l'origine de tout ça? Et si on refuse de se poser la question de l'origine de tout ça, ben l'origine de tout ça, c'était la guerre du Vietnam. Et c'était une guerre qui était une guerre choisie, c'était pas une guerre imposée aux États-Unis. Et c'est la même chose ici. La guerre d'Irak était choisie, la guerre en Afghanistan était choisie, la subversion de la Syrie était choisie, l'invasion de la Libye était choisie. Tous ces trucs-là ne nous ont pas été imposés. Les Libyens n'ont pas débarqué à Paris pour tirer sur tout le monde. Donc, c'est pas du tout la même chose que la Première ou même la Deuxième Guerre mondiale. C'était des guerres totalement choisies. Alors évidemment, c'est un peu facile de dire, voilà, c'est la tempête dans un ciel bleu, ils nous attaquent parce qu'on est tellement bon, etc., etc., quoi. Ça, c'est un peu sous du monde. Alors ça, c'est aussi un autre paradoxe, c'est qu'on a comme grand allié, on est comme allié en Afghanistan contre les Soviétiques, etc., l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, c'est le berceau de tout ce qui est plus obscurantiste dans l'islam. Oui, on dit que c'est du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est en Arabie Saoudite, ça, cette idéologie. Oui. Oui, mais quand tu vas en Algérie, par exemple, les gens qui sont plus ou moins relativement laïcs, ou en tout cas anti-islamistes, ou ils se plaignent tous de ça, parce que l'influence wahhabite est venue, elle est venue à travers l'Égypte, etc. Et donc, ils sont submergés dans le monde musulman. Les gens qui ne sont pas fondamentalistes sont submergés par toute cette propagande et toute cette vision rigoriste de l'islam. Alors, le lien entre cette vision de l'islam et le terrorisme est compliqué, parce que les gens peuvent être terroristes sans être très musulmans, ou bien d'autres peuvent être très musulmans sans être terroristes, parce que, par exemple, si tu prends, je ne sais pas, les carmélites, par exemple, dans le monde catholique, ben, c'est des gens qui sont super religieux, dans le sens qu'ils sont cloîtrés, ou je sais pas, je peux prendre des ordres religieux comme ça, dont toute la vie est consacrée à la religion, mais ils ne vont pas faire de mal à une mouche, parce qu'ils ne font rien. Donc, si tu veux, il faut quand même distinguer entre le fait d'être très très croyant et très religieux dans sa tête et le fait d'être djihadiste, parce que ce sont deux choses très différentes, ce sont des choses a priori différentes. Mais seulement, ce qui est paradoxal, et ça c'est très irritant, c'est qu'on a tout fait pour déstabiliser la Syrie, on a été allié pendant des années à l'Arabie Saoudite, et c'est l'Arabie Saoudite la cause, la source idéologique de toutes ces idées d'islamisme radical. Bien sûr, mais on leur donne un pouvoir énorme avec l'argent qu'on leur donne pour le pétrole. Oui, bien sûr, et c'est ça tout le problème. Oui, c'est ça tout le problème. Nos sociétés sont dépendantes du pétrole, on n'a pas 36 solutions, donc on pourrait se tourner sur la Venezuela, par exemple. Je sais pas, je dis ça comme ça. Ouais. Oui, mais je sais pas si le Venezuela, on a assez pour tout le monde, mais c'est vrai que si on n'achetait plus l'Arabie Saoudite, ça ferait monter les prix, ça c'est vrai. Ce serait une bonne chose pour le Venezuela. Mais on a deux sources d'irritation, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Parce qu'on est allié à Israël, et Israël, évidemment, le problème d'Israël, c'est que eux, ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne s'occupent absolument pas ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne s'occupent pas quand on dit arrêter les implantations. Même les Américains ils peuvent dire arrêter les implantations. On continue, on s'en fout. Et alors ils se font haïr par tout le monde. Et comme on est allié avec eux, on se fait haïr à cause de... Il y a deux sources différentes de problèmes. Il y en a cette alliance qu'on est tout le temps forcé d'avoir avec Israël qui ne nous rapporte rien, qui nous fait détester. Et puis il y a l'Arabie Saoudite avec qui on est allié pour le pétrole et puis qui, avec son argent, fout le bordel un peu partout, quoi. Et alors après, on va considérer que le problème c'est Bachar. Il ne faut pas se moquer du monde quand même. Alors justement, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée d'entrer en guerre donc, contre l'État islamique, contre Daesh, en excluant la possibilité de s'associer avec Bachar al-Assad? Mais tu vois, le problème c'est que, pour moi, de deux choses d'une. Ou bien on dit, voilà, on fait comme les Russes, si les Syriens veulent de nous, on va les aider, comme la France l'a fait au Mali. Quand la France est intervenue au Mali, moi j'étais pas pour, en général, je suis très anti-intervention, mais au moins c'était pas illégal. Le gouvernement légitime malien demandait l'aide. Mais le problème, c'est est-ce que c'est sage pour la France de le faire? Ça c'est une autre question, parce que le problème du Mali n'est pas résolu. Et de nouveau, en intervenant, évidemment, on se crée des ennemis. Et puis,
La question, c'est comment protège-t-on alors les citoyens français contre d'éventuelles représailles? Enfin, représailles terroristes, mais je veux dire, il faut aussi comprendre que du point de vue de ces gens-là qui n'ont pas d'aviation, qui n'ont pas de bombardiers, qui n'ont pas de tanks, qui n'ont pas... Le terrorisme, c'est la seule arme qu'ils ont. Donc ils vont utiliser cette arme-là contre des gouvernements qui leur sont hostiles. Je veux dire, dans la bataille d'Alger, dans le film de Pontecorvo, la bataille d'Alger, à un moment donné, il y a un dirigeant du FLN qui est arrêté et il est présenté à des journalistes. Et les journalistes ils disent: comment osez-vous mettre des bombes dans les couffins de vos femmes, parce qu'ils transportaient des bombes dans des couffins pour aller les placer dans les quartiers français. Et il répondait: écoutez, donnez-nous vos bombardiers, on vous donnera nos couffins. Je veux dire, c'est évident que c'est une arme, que le terrorisme, c'est évident qu'ils vont l'utiliser s'ils n'ont pas d'autres armes. Donc si on est en guerre avec eux, il faut s'attendre à des pertes, y compris civiles, parce qu'on sait des pertes civiles. On peut dire: oh, mais nous, on s'attaque seulement aux soldats, c'est pas vrai. Alors, mais alors si on le fait, faisons-le de façon cohérente avec le gouvernement syrien, de façon légale, à la demande du gouvernement syrien, s'il veut bien la France, et en coordination avec l'armée syrienne qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une option possible. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est logique. Aller en cavalier seul, comme le font les Anglais, les Américains et les Français, ça me paraît assez aberrant, parce que je pense que c'est pas très efficace. Et en plus, c'est alors s'attirer tout le monde sur le dos, puisque à la fois les Syriens, le gouvernement syrien trouve que sa souveraineté est bafouée, même s'il ne contrôle pas les territoires sur lesquels on bombarde, et les gens de Daesh ne sont pas contents non plus. Donc j'ai l'impression que c'est la pire des solutions. Maintenant, si tu me demandes mon avis personnel, mais bon, ils vont quand même pas l'écouter, s'il vaut mieux y aller ou ne pas y aller, même dans le cas d'une intervention légale, c'est-à-dire demandée par le gouvernement syrien, moi j'aurais tendance à dire ne pas y aller, parce que les dangers intérieurs sont beaucoup trop grands, et la France est marquée par son histoire et par tous les conflits que j'ai mentionnés, est tellement marquée dans cette région du monde qu'intervenir ne va probablement pas faire beaucoup de bien, va probablement attirer plus d'hostilité, va attirer de l'hostilité à la France, et comme on l'a vu dans les événements récents, la France n'est pas vraiment en état de se protéger de ces attentats, et on peut avoir des attentats bien pires, avec des gaz, etc. Tout ça, c'est très possible. Et donc, je pense que il vaut mieux il devrait réfléchir de son point de vue à elle, et je pense qu'il vaut mieux ne pas intervenir. Mais ce qu'il n'aurait jamais fallu faire, c'était les aider, comme il l'a fait depuis des années, et détruire la Libye, etc. Ça, c'était de la folie à l'état pur, cette politique d'ingérence. Mais il faudrait au moins, si on a une politique, elle est cohérente. Alors, on envoie promener la Turquie, on rompt avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, on est d'accord avec l'État syrien, les Russes, etc. Alors on prend parti dans un camp. Moi, je préférais ne pas prendre parti dans rien du tout, essayer de protéger le territoire. Mais bon, ça, ils ne le font pas. Alors, justement, je pense qu'ils sont pas naïfs. Ils savent que le fait d'entrer en guerre va provoquer, augmenter le risque ici en France d'avoir des répercussions, des réactions. Et alors justement, je voulais vous interroger sur ces prises justement de décision. Est-ce qu'on pourrait faire un parallélisme avec le Patriot Act qui a suivi le 11 septembre, où on voit par exemple en France, bon, il y a eu la loi de renseignement qui est passée et mise en vigueur. Il y a aussi le président la France qui a écrit au Conseil de l'Europe pour l'alerter qu'elle risquait de déroger aux conventions européennes des droits de l'homme. Il y a un durcissement, il y a un tout sécuritaire. Est-ce que vous pensez que justement ça pourrait éventuellement nuire à la liberté individuelle? Oui, bien sûr. Mais là, j'ai tendance à défendre le gouvernement français dans le sens que, si tu veux, quand il y a ce genre d'attentat atroce, la population va demander des mesures. Et si le gouvernement ne prenait pas ces mesures, le Front National les prendrait et serait élu, tu vois. Donc, je veux dire, le problème, c'est toujours la racine du problème, c'est pas la façon dont ils réagissent. Et moi, contrairement à beaucoup de gens qui commencent à dire oui, mais ils avaient prévu ça de longue date, etc. Oui, il y a toujours des plans en cas d'urgence, etc. Mais je pense pas qu'ils avaient prévu de les mettre en place, et encore moins qu'ils ont tout manipulé pour pouvoir prendre ces positions, parce qu'ils sont perdus. Moi, je pense que la réaction est une réaction de panique. Alors, on fait des gesticulations, on affiche le drapeau français, etc. Mais ça fait reculer personne. Et donc, il n'y a justement pas, parce qu'il n'y a pas de réflexion globale, tu vois. Ils se sont querellés avec les Russes à propos de l'Ukraine, ils ont pris des sanctions sous les ordres des États-Unis contre la Russie, qui n'était pas dans leur intérêt, qui ne mène à rien de toute façon. Ils n'ont pas de vision globale. Je ne pense pas qu'ils veulent un état policier ou ce qu'on raconte, mais seulement ils vont prendre des mesures dans l'urgence qui vont peut-être servir à rien, parce que c'est pas évident qu'en allant emmerder
des restaurants halal et des trucs comme ça, tu vas faire quoi que ce soit contre le terrorisme, c'est pas évident du tout. En Belgique, par exemple, moi je suis très suspicieux de toutes leurs manœuvres où ils soi-disant à démanteler un réseau. Ils ont pas dit ça parce qu'ils ont bloqué à peu près le pays pendant 2 jours et ils ne savent pas comment se justifier après. Mais je ne suis pas du tout convaincu qu'ils ont démantelé quoi que ce soit. Maintenant, ce dont je ne suis pas convaincu non plus, c'est qu'il y a tellement de réseaux terroristes. Tu vois, après le 11 septembre, après tout, il n'y a rien eu aux États-Unis. Il n'y a pas eu tellement de trucs démantelés. Donc, il est très possible que ces groupes terroristes sont en fait très petits. Tu vois, les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges, c'était le mouvement le plus important dans les années 70. Mais en Belgique, par exemple, il y a eu un groupe comme ça, mais ils étaient 4. Tu vois. Donc, si ces groupes terroristes sont réellement petits, alors ça ira. S'ils sont gros, organisés et déterminés, ça va être très difficile de les arrêter parce que la seule façon de vraiment les arrêter, c'est de les infiltrer. Et s'ils sont vraiment, tu vois, avec une idéologie qui n'est pas familière dans les services de police, il faut vraiment retourner des agents, donc il faut trouver des gens. Je ne sais pas comment ils vont faire, moi je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais je pense que le seul espoir, c'est d'espérer qu'il n'y ait justement pas une volonté terroriste très très forte, sinon je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Moi je pense qu'ils paniquent. Moi je pense qu'ils paniquent, c'est plus que d'imaginer. Beaucoup de gens imaginent que voilà, tout ça c'était planifié, ils contrôlent tout, etc. Non, ils sont perdus, et ils sont d'autant plus perdus qu'ils se rendent compte que leur politique d'aide aux rebelles se retourne contre eux. Donc ils ne savent plus quoi faire. Fabius maintenant il ne sait plus quoi faire. Il dit oui, l'État syrien a le droit de se défendre, l'armée syrienne a le droit de combattre sur son territoire, mais pour qui il se prend, il croit qu'il est Napoléon, quoi, je veux dire, et il gouverne pas le monde, quand même. Même en acceptant que les droits de l'homme, le patati patata, c'est quand même pas une décision du gouvernement français, une parole du gouvernement français qui va dire aux Syriens ce qu'ils doivent faire, ou aux Russes. Je veux dire, il y a une espèce de fantasme dans lequel on est tombé avec l'idéologie des droits de l'homme qui fait que maintenant on pense que, beaucoup de gens individuellement pensent ça aussi, que parce qu'ils dénoncent quelque chose, ou qui s'indignent ou qui sont solidaires, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui change. Je sais, il y avait cette blague que si on était à Paris, les gens avaient un rhume en Amérique latine dans le temps, parce que Paris avait soi-disant une influence extraordinaire dans le monde, mais cette influence a disparu et il n'y a plus personne, tout le monde s'en fout de savoir si le gouvernement français. La question effectivement est de savoir s'ils vont bombarder ou pas, mais même ça, est-ce qu'ils ont une telle puissance militaire? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les moyens. En plus, il y a des restrictions. Oui, en plus, alors les trucs budgétaires sautent, donc je veux dire, il y a plein tu te promènes en rue à Paris, il y a plein de sans-abri, sans domicile fixe, de paumés, etc. Pour tout ça, il n'y a pas d'argent. Puis subitement, on a de l'argent, des restrictions budgétaires sautent, etc. Il n'y en avait pas pour la Grèce. Je veux dire, subitement, parce que soi-disant, on va faire la guerre et on va prendre des mesures de sécurité, mais ça reste à voir. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique, du coup, vu même si elle pouvait être insouciante pendant les dizaines d'années où on faisait des guerres humanitaires, le fait qu'aujourd'hui on subisse des conséquences sur notre sol, est-ce qu'il peut y avoir une pression de l'opinion publique qui pousse justement à des changements géostratégiques de la France ? Ben, je ne crois pas très fort dans l'opinion publique parce que la réaction est très souvent belliciste et patriotique dans ce genre de situation. Elle n'est pas très très forte. Moi je ne suis pas alarmé de la réaction des Français. Je pense que, mais évidemment les médias ils ont fait ça dans toutes les guerres. Ils ont fait ça en 14, ils ont fait ça en 40, ils ont fait ça dans toutes les guerres. Ils ont toujours dit voilà, on va gagner, on va y aller, il faut se battre, il n'y a pas de solution. Ils l'ont même fait pour la Yougoslavie et la Libye où il n'y avait absolument pas de menace contre nous. Donc évidemment, il va y avoir une hystérie guerrière, mais moi pour l'instant, je ne sais pas mesurer ça, mais je ne trouve pas que la réaction française est tellement belliciste comparée à ce qu'il y a eu aux États-Unis. Mais les réorientations de politique, elles vont venir des élites, elles ne vont pas venir de la population, parce qu'il n'y a pas de mouvement politique, il n'y a pas, le Parti communiste n'existe plus, il n'y a pas de mouvement. Il y a le Front National, mais le Front National est tellement dans le patriotisme que, à mon avis, ils sont contre cette politique d'ingérence, mais ils n'ont pas, à mon avis, une vraie réflexion stratégique. Et donc je pense que seuls des gens, il y a des gens comme Villepin par exemple, Chevènement, etc., des gens comme ça, mais ils sont marginaux, mais je ne sais pas d'où ça peut venir, mais c'est vrai qu'il devrait y avoir une réorientation un peu gaulliste de la politique étrangère, c'est-à-dire distance par rapport aux États-Unis, meilleur rapport avec la Russie, politique arabe, c'est-à-dire une politique respectant les États et ne s'ingérant pas dans leurs affaires, distance par rapport à Israël, etc. Il n'y a pas besoin de faire la révolution, mais il y a des choses qu'il faudrait faire, mais qui sont psychologiquement impossibles dans le climat idéologique, médiatique et politique actuel.
On arrive à terme de notre entretien. Merci beaucoup Jean Bricmont et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, merci beaucoup.